Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, Joe Biden remporte la course à la Maison-Blanche face à Donald Trump, annonce ce samedi 7 novembre des médias américains. Le candidat démocrate devient le 46e président des États-Unis. Kamala Harris sera sa vice-présidente. Nous retrouverons Baba Haïdara en début d'édition. Le Rassemblement sénégalais contre l'islamophobie remplit la place de la nation. Des centaines de Sénégalais sont venus prendre part à la manifestation. L'organisation ne compte pas s'arrêter à moins que Macron se dédie, soulignent les initiateurs. Macky met au pas de charge le gouvernement. C'est la une du quotidien LAS de ce jeudi et c'est notre article de la semaine signé El Hadj Malick Cissé. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Joe Biden, élu 46e président des États-Unis, plusieurs médias américains annoncent la nouvelle dont Associated Press, CNN et Fox News. Nous avons en ligne Baba Haïdara, journaliste basé aux États-Unis. Allô, Monsieur Haïdara, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous confirmez cette victoire annoncée de Biden? Oui, c'est confirmé. Les Américains ont choisi Joe Biden comme 46e président des États-Unis d'Amérique. C'était un long processus pour l'ex-sénateur de Delaware et le vice-président du premier président noir américain Barack Hussein Obama. Au-delà de l'aspect politique, il y a l'aspect social. Par exemple, le cas de Floyd, qui avait déjà révélé combien ce grand pays était divisé. À l'heure actuelle, le président élu va jouer un autre rôle qui sera différent du rôle que le président avait joué dans ce pays-là, en favorisant la haine, la jalousie, le racisme qui avait fini de gagner du terrain dans ce grand pays d'accueil. Il est arrivé à un moment où le racisme n'avait plus peur d'exposer sa haine, j'allais dire, toute son ignorance. Donc voilà, 4 années de turbulence avec Donald Trump est désormais une page à tourner et à vite oublier dans l'histoire de ce pays. Reste maintenant à savoir si les démocrates vont réussir le coup magique de réconcilier l'Amérique aux Américains. Donc cette élection est porteuse d'espoir et de changement aux États-Unis. On peut dire, Monsieur Haïdara, que le score en Pennsylvanie et en Arizona ont permis à Biden de franchir la barre des 270 grands électeurs? Oui, definitely, comme disent les Américains. Oui, ces deux États ont participé à l'accession de Biden à la Maison Blanche. C'était pas facile, c'était même pas prévisible, surtout la Pennsylvanie. Mais on savait déjà dès le premier jour, le 3 novembre, le jour des élections, quand la différence n'était pas si large entre les républicains qui dominaient les débats, mais le deuxième jour et le jour suivant, parce qu'on savait déjà que les démocrates avaient beaucoup insisté pour que leurs militants puissent voter par correspondance. Et aujourd'hui, c'est ce qui a donné raison aux démocrates qui poussent maintenant leur candidat à la Maison-Blanche. Oui, effectivement, les deux États ont finalisé tout le combat que les démocrates ont mené jusqu'ici pour retrouver la Maison-Blanche. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a une réaction des républicains, le cas du président sortant Donald Trump, M. Haïdara? Je vous entends mal. Est-ce qu'à l'heure, on a eu une réaction des républicains, le camp du président sortant Donald Trump, est-ce qu'ils ont réagi? Toute une cacophonie. D'abord, il avait envoyé un tweet pour dire qu'il était vainqueur au moment où
tous les médias donnaient déjà la victoire à Biden. Aussitôt, le tweet a disparu. Au niveau de la Maison-Blanche, on accuse ils s'accusent en disant que c'est l'autre qui a enlevé le tweet, c'est l'autre qui a posté le tweet. Oh, c'est complètement la pagaille au niveau de la Maison-Blanche. Quand on est un mauvais perdant, en général, tout est perturbé à tout niveau, à tout milieu, aux alentours, à tous ces gens qui tournent autour de lui. Néanmoins, il dit qu'il va attaquer cette victoire, surtout sur la Pennsylvanie, la Géorgie, etc. Reste maintenant à savoir si la Cour suprême va ouvrir un dossier concernant cette dénonciation des républicains, en l'occurrence la dénonciation de Trump qui vient de perdre le pouvoir. Effectivement, on va parler de ces voies de recours qui s'offrent à Donald Trump. Merci beaucoup, Monsieur Baba Aïdara, qui réagissait face à la victoire annoncée de Joe Biden comme 46e président des États-Unis d'Amérique. Je pense que nous avons en ligne Monsieur Idriss Fall, rédacteur en chef de La Voix de l'Amérique. Pas encore en ligne, on reviendra vers lui dans cette édition, très certainement. Retour au Sénégal, on va parler de cette manifestation, à la place de la Nation après la lettre de protestation déposée à l'ambassade de France au Sénégal. Le rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie remplit la place de la Nation. Des centaines de Sénégalais ont répondu présents. L'organisation va continuer ses activités jusqu'à que Macron retire ses propos sur les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un compte rendu de Boubacar Dia. Ils sont venus de toutes les régions du Sénégal, de toutes les confréries. Dans cette vague immaculée, il y a même des chrétiens. Les plus émotifs ont du mal à contenir leurs émotions. Tous sont là pour protester contre les propos d'Emmanuel Macron sur les caricatures du prophète Mohammed. Le vase a atteint son paroxysme lorsqu'un président, la première institution d'un pays qui est la France, a porté ces blasphèmes pour les défendre, allant même jusqu'à dire que le droit de blasphème est garanti par l'État français. C'est ce qui a renforcé le courroux du monde musulman. Partout le monde musulman s'est levé. Des gens ont eu à agir de par ce qu'ils ont ressenti. Certains ont brûlé, certains ont détruit. Mais le peuple sénégalais a dit qu'il ne répondra pas de cette provocation par un tel comportement. Le peuple sénégalais a décidé de convoquer tout ce qu'il a de fils valeureux. Musulmans, je dis bien, comme non musulmans. Une lettre d'invitation est envoyée au chef de l'État, mais il est l'absent le plus présent dans les esprits. Ce que nous avons fait de notre devoir, c'est de lui envoyer une invitation. Une invitation formelle lui a été envoyée par des voies officielles comme des voies officieuses. Alors on attend, on n'a pas encore terminé. S'il vient, on saura qu'il a répondu à notre appel. Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a pris part à la mobilisation. Le rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie compte perpétuer ses activités tant que le président français maintiendra ses propos sur les caricatures du prophète Mohammed. Parlons santé à présent. En dépit des efforts consentis par les autorités sur la politique sanitaire, la nouvelle équipe gouvernementale est attendue sur la mobilisation de plus de ressources matérielles. La cherté du prix du médicament et préoccupe également. Les Sénégalais rencontrés demandent par ailleurs au gouvernement de booster les recrutements de personnel de santé pour une prise en charge optimale des populations. Un reportage réalisé à Ngor par Mohamedou Rassoul Khan. L'article 14 de la Constitution prévoit que l'État et les collectivités territoriales ont le devoir social de veiller à la santé physique, morale et mentale de la famille. Dans ce cadre, les autorités sont appelées à prendre en charge ces questions. Des personnes âgées sont très exposées face aux maladies. Tout ce que je peux dire, c'est que d'un côté, ils ont fait des efforts, mais de l'autre côté,
Il reste beaucoup de choses à faire. Ils doivent faire des efforts parce que si on te confie une tâche avec une rémunération, tu dois fournir énormément d'efforts. Mais nous sommes toujours dans le statu quo et ça date depuis les années 1930. Il faut un grand changement pour qu'on puisse avoir partout des centres de radiologie, d'échographie et d'électrocardiographie. Peu de postes de santé en disposent. Notre interlocuteur se plaint de la cherté des prix des médicaments et demande aux autorités de faire plus d'efforts. Sur le plan des médicaments, ça coûte excessivement cher. Actuellement, ici au Sénégal, si tu n'as pas assez de moyens, il sera très difficile pour toi d'avoir des soins médicaux et ça nécessite une amélioration. Quant à cet agent de sécurité, lui, il demande à l'État de recruter plus de personnel de santé pour une prise en charge optimale de la population. En ce qui concerne la santé, il doit beaucoup redoubler d'efforts parce que dans le domaine de la santé, l'effectif de personnel est insuffisant par rapport à la population. Donc il doit beaucoup recruter pour les personnes de la santé. L'année 2020 a été marquée par les ravages de la Covid-19, d'où la nécessité de renforcer des plateaux techniques et la prise en charge pour une meilleure résilience des Sénégalais. Et pour le point du jour, il y a eu 17 nouvelles contaminations sur un total de 968 tests réalisés, aucun décès enregistré, 23 patients sont déclarés guéris et à ce jour, il n'y a qu'un seul patient admis en service de réanimation. Un atelier de formation des formateurs aux droits de l'enfant destiné à une vingtaine de participants est organisé par l'ONG Eden dans le cadre du projet Éducation à la citoyenneté dans un environnement protecteur au Sénégal, une manière pour les organisateurs de mettre à niveau les acteurs sur les éléments fondamentaux de la protection des enfants en compte rendu de Mamadou Lamine Fati. La lutte contre les violences faites aux enfants passe par l'implication des acteurs. L'ONG Eden l'a bien compris. Elle a mis en place un dispositif de capacitation et de suivi de la formation des formateurs en droit de l'enfant. 3 phases. La première phase, c'est l'éducation, tout ce qui est le domaine de l'éducation. Le deuxième volet, c'est au niveau de la protection de l'enfant, avec le renforcement des capacités, accompagnement psychosocial. Et le troisième volet, c'est tout ce qui est appui donc aux différentes structures qu'ils ont mis en place. À travers cette formation destinée aux formateurs, l'ONG Eden compte accompagner l'État dans la protection. C'est une activité de renforcement de capacité sur les droits de l'enfant. Aujourd'hui, la problématique des droits de l'enfant constitue un problème majeur. Donc l'organisation Eden, à travers ses partenaires, cherche à apporter une réponse adéquate sur la sensibilisation et l'éducation des enfants par rapport à leurs droits. Donc, dans ces activités, Eden a mis en place des clubs Eden. Et ces clubs, ce sont des cadres de participation et de formation des enfants. Et dans ces clubs, il y a des encadreurs. Donc, on est en train de capaciter, de renforcer les encadreurs pour qu'ils puissent accompagner la formation des enfants sur les droits de l'enfant au niveau des écoles et quartiers. Les bénéficiaires de la formation réfléchissent déjà sur les stratégies de protection des enfants. Au niveau local d'abord, en tant qu'encadreur, nous sommes les acteurs de première ligne. Il y a d'autres acteurs qui sont avec nous et c'est le réseau des marraines qui sont des actrices aussi de première ligne. En plus de cela, si nous recevons des cas au niveau des quartiers, nous les orientons au niveau du bureau d'accueil de Eden. Donc au niveau d'Eden, il y a un bureau d'accueil qui se charge de tout ce qui est accueil des enfants victimes ou bien malmenés ou bien maltraités. Donc à travers ce bureau d'accueil-là, on les réfère dans d'autres structures qui dépassent aussi nos compétences. Les problèmes en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant sont dus en partie à une faible compréhension des acteurs. C'est pourquoi l'ONG Eden a décidé de mettre à niveau les acteurs sur les éléments fondamentaux des principaux instruments juridiques relatifs aux droits de l'enfant.
La pandémie du coronavirus peut à elle seule justifier l'annulation de la dette. Cette assertion émane des intervenants de l'Assemblée générale d'information et de partage avec les différents groupes d'acteurs socio-économiques et culturels du comité d'initiative pour l'annulation de la dette publique extérieure de l'Afrique. Le président de l'Assemblée nationale qui a présidé les travaux a assuré le comité du soutien des parlementaires africains. Compte rendu Babacar Seck. La dette est devenue un véritable fardeau avec la crise sanitaire qui a mis les économies à terre. Je pense que l'annulation de la dette a encore beaucoup plus de sens aujourd'hui avec la pandémie du coronavirus. Nous avons encore d'autres défis économiques à relever et si nous continuons à payer cette dette avec le rythme que vous connaissez, on ne peut pas en sortir. Nous n'en sortirons pas et c'est pour cela que ces initiatives aujourd'hui à partir de l'Afrique, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec l'immigration clandestine. Regardez les départs. Je me dis que cette situation n'est pas normale. L'initiative née de l'appel du président de la République pour l'annulation de la dette a eu des échos favorables à travers le monde et sera prise en charge par les parlementaires africains. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui comprend, qui accepte profondément que cet appel est légitime, que cet appel est juste et qu'il faut le prendre en charge, le prendre en main et il faut le conduire à terme. Le Parlement a pris l'initiative, sous l'égide du Sénégal et du Nigeria, de créer une osmose organisée, structurée, à partir d'un groupe de 7 pays, pour prendre en charge aussi, en ce qui concerne les parlements et les parlementaires, cette belle initiative qui est celle du président de la République et celle de votre comité. L'annulation de la dette publique extérieure de l'Afrique est un impératif pour faire face à la pandémie afin d'assurer la relance économique d'après-crise si on se réfère au plan d'action de l'initiative pour l'annulation de la dette africaine. Thierno Alassane Sall est enfin sorti de son silence. Le leader de la République des valeurs a dédicacé son livre aujourd'hui, une occasion pour l'ancien ministre de l'Énergie de donner les raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre. Thierno Alassane Sall révèle ce qu'il appelle la conspiration du silence. Après mon départ de gouvernement, je me rends que je suis en face d'une conspiration du silence, ce qu'on appelle une omerta, qui est la loi de la mafia, qui n'est pas la loi de la République, organisée autour d'un scandale des contrats pétroliers. Ainsi, c'est à travers la presse que moi, ministre en charge de l'énergie et des hydrocarbures, je découvre l'existence, après mon départ du gouvernement, 2 semaines après mon départ du gouvernement, je découvre l'existence d'un rapport de l'Inspection générale d'État. En mai 2017, 22 mai, je découvre à travers le quotidien l'existence d'un rapport de l'Inspection générale d'État qui date d'octobre 2012 et qui dit beaucoup de choses qui m'auraient intéressé. Mais comment cacher? Et ce rapport de l'Inspection générale d'État contient des dépositions écrites, signées par des gens comme le directeur général de Petrosen, comme la directrice des hydrocarbures, qui étaient mes conseillers proches et qui ne m'ont jamais dit, malgré toutes les questions que je leur ai posées sur cette question. Donc, c'est là une conspiration de silence. À la suite de ça, j'ai réclamé, comme d'autres leaders d'opinion, que une commission d'enquête parlementaire soit instituée ou que des pétitions soient signées, que la justice se saisisse. Mais l'Assemblée nationale est restée inerte. La justice est restée muette sur cette question jusqu'en 2018, quand il y aura le scandale, ou 2019, quand il y aura la BBC.
Exclusivité ITV, les avocats de Pape Massata Diack s'expriment sur sa condamnation. Selon Antoine Bouquier et Marie-Sophie Goldsmith, leur client est victime d'un usage exagéré du mandat d'arrêt international. Les avocats de Pape Massata Diack dénoncent également, selon eux, une prise en otage de Lamine Diack par la justice française. Un compte rendu de Boubacar Dian. Le 16 septembre 2020, Pape Massata Diack est condamné à 5 ans de prison plus 1 million d'euros d'amende par le tribunal de Paris pour son implication dans le dossier de dopage russe. Lors de sa condamnation, Pape Massata Diack est absent. Pour ses avocats français, leur client ne s'est pas soustrait à la justice française. Il existe entre la France et le Sénégal une convention d'entraide judiciaire. Et dans le cadre de cette convention d'entraide judiciaire, un juge français peut entendre un Sénégalais qui est au Sénégal. Ce qui a été fait, mais malheureusement, la commission rogatoire, le résultat de la commission rogatoire est arrivé en France au dernier moment et le juge d'instruction n'en a tenu aucun compte. Mais c'est faux de dire que Papa Massata Diack n'a pas répondu à la justice française. On ne peut pas dire en plus qu'il a entendu se soustraire à la justice française dans la mesure où il a mandaté 2 avocats sénégalais et 2 avocats français pour le défendre. Ceux qui se sont soustraits à la justice française, ce sont les Russes. Les Russes ne se sont même pas fait représenter. Ils ne font même pas appel. Les Russes, on n'entendra plus parler. Ça s'appelle se soustraire à la justice française. Papa Massata Diack ne pouvait pas s'y rendre physiquement. Ses avocats n'ont pas pu se rendre physiquement au jour du procès. C'est pas ça, se soustraire à la justice française. Un mandat d'arrêt international est lancé contre Pape Massata Diack. Ses avocats dénoncent un usage abusif du mandat d'arrêt international. L'usage du mandat d'arrêt international par beaucoup de juridictions, notamment certaines juridictions françaises, est assez scandaleuse. Parce que pourquoi interdire à Papa Massata Diack de voyager dans le monde entier? Pourquoi essayer de l'attraper absolument comme si c'était un grand bandit? Peut-être que c'est aussi une manière d'éviter qu'il se rende en France. Mais ce n'est pas à cause du mandat d'arrêt international qu'il s'est pas présenté à la justice française. C'est parce qu'il respecte le contrôle judiciaire sénégalais qui lui impose de rester sur le territoire sénégalais. Donc il ne peut pas y avoir le Sénégal qui lui interdit de sortir de la France et la France qui exige qu'il sorte du Sénégal. Il y a un moment où... Bon, alors résultat, on est dans cette situation qui est un peu absurde, où on lui reproche d'être absent alors qu'on lui interdit d'être présent. Les avocats de Pape Massata Diack ont déposé un recours à la Cour d'appel de Paris pour démontrer qu'il n'y a eu ni corruption, ni abus de confiance dans les activités du fils de Lamine Diack. D'ailleurs, ils estiment que l'ancien président de l'UDESAF est pris en otage par la justice française. Et direction la Guinée, la Cour constitutionnelle guinéenne a validé la victoire dès le premier tour donc du président sortant Alpha Condé en 3e mandat. Selon les chiffres définitifs, il a remporté 59,50% des suffrages contre 33,49% pour son rival Cellou Dalein Diallo. Les recours déposés par ce dernier et 3 autres opposants devant la Cour dimanche 1er novembre n'auront donc pas inversé la tendance donnée le 24 octobre par la Commission électorale nationale indépendante chargée de publier les résultats provisoires. En effet, la Cour juge les recours mal fondés, déclare régulier le scrutin et affirme qu'Alpha Condé a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,50%, supérieur à la majorité absolue, a annoncé son président Mohamed Lamine Bangoura en audience solennelle. Cellou Dalein Diallo a donc épuisé les voies juridiques possibles. Côte d'Ivoire, le porte-parole de l'opposition ivoirienne Pascal Affi-N'Guessan a été arrêté dans la nuit du vendredi à samedi à Akupé, à 100 km au nord d'Abidjan. Nouveau signe du durcissement du régime contre l'opposition qui refuse de reconnaître la victoire du président sortant Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre. Le procureur d'Abidjan, Richard Adou, a annoncé jeudi que M. Affi-N'Guessan ainsi que l'ancien ministre Abdallah Mabri
Touakos était en fuite et activement recherchée. L'opposition qui avait boycotté la présidentielle du 31 octobre, dont elle ne reconnaît pas le résultat, avait lancé une campagne de désobéissance civile avant le scrutin. Elle avait aussi annoncé la formation d'un pouvoir parallèle, dit le Conseil national de transition après l'élection. On va retourner aux États-Unis. Comme annoncé en début d'édition, le candidat démocrate Joe Biden a remporté l'élection présidentielle. Il devient ainsi le 46e président des États-Unis d'Amérique. Boubacar Diagne nous dresse son portrait. Joseph Robinette Biden Jr., dit Joe Biden, est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Joe Biden est ce qu'on pourrait appeler un vieux routier de la politique. Joe a amorcé sa carrière politique en 1972 en devenant sénateur dans l'État de Delaware à seulement 29 ans. Il a conservé ce poste jusqu'au moment où il est devenu vice-président de Barack Obama en 2009, puis en 2017. En 1988 déjà, Joe Biden se présentait aux primaires démocrates pour devenir président, mais sans succès. Entre 1973 et 2009, il est sénateur fédéral pour le Delaware. Joe Biden a également présidé le comité judiciaire et criminel de la Chambre haute du Congrès de 1987 à 1995. Il est reconduit à ce poste en 2001 et le quitte en 2009. Après plusieurs tentatives, Joseph Robinette Biden remporte les primaires démocrates et affronte le président sortant Donald Trump, qu'il finit par battre. À 77 ans, Joe Biden devient ainsi le 46e président du pays de l'oncle Sam. Voilà, nous allons passer à l'article de la semaine, formation des cabinets, gestion vertueuse et transparente, supervision permanente des activités. Macky met au pas de charge le gouvernement. Ce titre a fait la une du quotidien là ce jeudi et c'est notre article de la semaine. L'auteur, notre confrère Seydina Bilal Diallo, attend toujours de profondes ruptures. Les détails avec El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall. Formation du nouveau gouvernement actée l'heure et au travail. Le chef de l'État met au pas de charge les 33 ministres et les 4 secrétaires d'État. Attention, vous êtes avertis. Il y a deux choses qui laissent entrevoir quand même qu'il va mettre la pression sur son nouveau gouvernement. Avant-hier, il y a 2 ou 3 jours, il avait sorti une note pour demander aux nouveaux ministres et aux nouveaux membres du gouvernement à ce que les passations de ce service ne se fassent pas avec certaines festivités, comme l'on voyait par le passé, où les gens viennent avec des tam-tams, avec des grues et autres. Donc cette fois-ci, il a demandé à ce que personne n'utilise des festivités de quelle qu'elles soient. En réunion de conseil des ministres, les revenus demandaient au nouveau gouvernement de mettre sans délai leur cabinet, d'installer sans délai leur cabinet. Il leur a rappelé certaines choses comme d'utiliser la vertu et la transparence dans les gestions publiques, d'être d'une certaine célérité dans l'exécution des tâches publiques. Tout ça renvoie à une chose, que Macky Sall, le président Macky Sall, se rend compte quand même que les choses ne marchent pas comme il voulait, ça ne bouge pas comme il voulait. Donc il y a une nécessité quand même de se concentrer sur les politiques publiques. Beaucoup de chantiers attendent le nouveau gouvernement. Le mode fast-track, tant chanté et glorifié par le président Macky Sall, n'a pas totalement donné satisfaction, selon mon confrère du quotidien LAS. En 2018, lors du groupe consultatif de Paris, il avait, se rendant compte de la lenteur dans l'exécution de certaines tâches publiques, il avait sorti ce terme-là, le terme fast-track. Ce n'est pas un terme nouveau chez Macky Sall, mais entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça a fait que les choses se sont accélérées? Bon, peut-être Covid est passé par là et ça peut relativiser certaines choses,
Mais quoi qu'on puisse dire quand même, il y a une lenteur dans l'exécution des tâches publiques. Le projet du train express régional en est une preuve. Depuis, on parle du TER, mais jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, entre autres problèmes qui renvoient quand même aux lenteurs administratives, il suffit de se rendre dans les tribunaux ou au niveau de la banlieue de Kouarzade ou dans certaines localités pour se rendre compte quand même il n'y a pas une célérité dans l'exécution des tâches publiques. L'équipe gouvernementale a du pain sur la planche, surtout en ce qui concerne la prise en charge optimale des aspirations des populations. Quand on a parlé de remaniement, je m'attendais à un changement drastique. Par exemple, si on avait un gouvernement de technocrates ou des technocrates dans des sphères stratégiques, je pouvais comprendre. Dans un gouvernement, il faut des politiques, on le comprend bien. Un gouvernement, tout d'abord, il est politique. Mais par contre, un changement drastique d'un gouvernement, c'est un changement au niveau des stations clés, en mettant des gens quand même d'une certaine expérience, d'un certain niveau de compétences en fait. Mais c'est pas le cas. Si on voit le gouvernement, c'est un peu en fait du réchauffé quoi. Dans la foulée, le chef de l'État a procédé au cours du Conseil des ministres à des changements dans certaines directions. Au total, 5 nominations. On a vu par le passé quand même, Thérèse Faye par exemple, son cas que je maîtrise un peu plus, il a été frustré lors du dernier remaniement sous Macky II, le deuxième mandat présidentiel. En fait, elle s'attendait à un poste de ministre de la Jeunesse et au bout du compte, c'était une autre apériste qui a été portée à la tête de ce département-là. C'est une manière un peu de la satisfaire un peu pour tous les combats, tout son engagement par le passé. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont des apéristes à la base, mais des gens qui souvent n'ont pas eu une certaine évolution depuis qu'ils ont été mis à la tête de ces administrations-là. C'est le cas de Doudouka de FONGIP qui a été le premier administrateur du FONGIP. Et depuis, il est resté sur ce poste-là. On sait que les nominations, il faut un certain résultat au niveau de la base. Un nouveau gouvernement s'installe. Pas de temps à perdre. Pour le président de la République, il faut tout simplement privilégier la gestion axée sur les résultats. Merci de choisir ITV pour vous informer. À suivre à 21h, un plateau spécial dédié à la recrudescence de l'immigration clandestine et à son lot de morts, présenté par Baba Ndiaye. Je vous retrouve demain à 19h45 pour un autre journal. Bonne soirée.